Parmi les criminels de guerre notoires du Troisième Reich, rares sont ceux qui suscitent autant de répulsion que Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort. Ce médecin, incarnation de la cruauté sous couvert de science, joua un rôle central à Auschwitz, le camp de concentration le plus meurtrier du régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce lieu, Mengele choisissait les prisonniers destinés aux chambres à gaz et décidait qui survivrait pour subir d'horribles expériences médicales, des mutilations, des infections délibérées, des tortures déguisées en recherches scientifiques et des expériences sur des jumeaux afin de perpétuer le dogme racial nazi. Obsédé par la pureté et la perfection raciale, il transforma d'innombrables innocents en simples cobayes. À la chute du Troisième Reich, Mengele organisa une évasion et se cacha pendant des décennies, protégé par des sympathisants et grâce à sa propre ruse. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'histoire d'un homme qui a mêlé médecine et terreur, Joseph Mengele, figure emblématique d'Auschwitz, l'incarnation même de l'ange de la mort. Né en 1911 à Günzburg, en Allemagne, Joseph Mengele étudie la médecine et l'anthropologie, obtenant un doctorat pour ses recherches sur la génétique et l'hérédité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'allie à la redoutable SS et est affecté au camp de concentration d'Auschwitz. Durant tout le conflit, il y travaille, supervisant la sélection des prisonniers et menant d'horribles expériences médicales, notamment sur des jumeaux. Ces méthodes incluent des mutilations, des injections létales et des interventions sans anesthésie sous couvert de recherche scientifique. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge perça les barrières électrifiées d'Auschwitz, le plus grand et le plus meurtrier camp de concentration et d'extermination nazie de Pologne occupée. Le spectacle qui s'offrit aux soldats soviétiques était d'une horreur inimaginable. Durant ces 5 années d'activité, 1940-1945, environ 1300 000 hommes, femmes et enfants furent déportés dans ce camp. Près de 1100 000 d'entre eux périrent dans un plan d'extermination méticuleusement orchestré, impliquant des chambres à gaz remplies de zyklon B, des pelotons d'exécution, la famine délibérée et un épuisement systématique entraînant la mort. Miraculeusement, un petit nombre survécut jusqu'à la libération. Ce jour de janvier, environ 7000 prisonniers furent libérés par les soldats soviétiques de leurs enclos abandonnés. Nombreux étaient ceux qui se trouvèrent dans un état physique déplorable, souffrant de malnutrition chronique, de maladies et de mauvais traitements systématiques. Beaucoup pouvaient à peine se tenir debout, ressemblant davantage à des spectres qu'à des êtres humains. Les libérateurs découvrirent dans les baraquements et les entrepôts des preuves effroyables de crimes qui dépassaient de toute notion de civilisation. Il y avait des piles impressionnantes de cadavres non enterrés, des effets personnels classés par origine et par taille, et des registres précis détaillant un système d'extermination méticuleusement planifié. Parmi les survivants se trouvaient de nombreuses personnes qui avaient subi d'abominables expériences médicales sous couvert de recherches scientifiques, mais qui n'étaient en réalité que des masques dissimulant une cruauté maquillée en progrès. Au cœur de ce cauchemar, Joseph Mengele, tristement célèbre sous le nom d'ange de la mort, apparut comme le symbole de la perversité absolue, un médecin qui allait acquérir une notoriété mondiale. Né le 16 mars 1911 à Günzburg, petite ville bavaroise de l'Empire allemand, Joseph Mengele était issu d'une famille aisée. Son père, Karl, était un industriel prospère, propriétaire d'une entreprise de fabrication de machines agricoles. Grâce à ce milieu aisé, Joseph bénéficia dès son plus jeune âge d'une éducation rigoureuse qui nourrit sa passion et sa curiosité pour les sciences naturelles. La biologie et la médecine, qui prenaient une importance idéologique croissante dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, le captivèrent dès son enfance. Au cours de ses études dans différentes universités allemandes, il perfectionna ses compétences de technique et s'imprégna, comme nombre de ses contemporains, des théories raciales qui se répandaient avec une intensité grandissante. En 1935, Joseph Mengele obtint un doctorat en anthropologie physique à l'université de Munich. L'année suivante, il obtint son diplôme de médecine en réussissant les examens d'État, cumulant ainsi les rôles de chercheur et de clinicien. Ce double profil allait plus tard se révéler d'une manière glaçante, le nazisme offrant à Mengele un terrain idéal pour donner libre cours à ses obsessions. En 1937, Joseph Mengele débuta sa carrière scientifique à l'Institut de biologie héréditaire et d'hygiène raciale de Francfort, l'un des centres de recherche les plus influents du Troisième Reich, sous la direction du docteur Ottmar von Verschuer, éminent généticien du milieu universitaire allemand, mais fervent défenseur de l'eugénisme et promoteur des politiques d'amélioration raciale du régime nazi. Von Verschuer mena des recherches sur des jumeaux afin de comprendre les mécanismes de l'hérédité. Ces recherches n'avaient pas pour seul but la science, mais une visée politique et sociale.
décrypter les lois régissant la transmission des caractères héréditaires afin de purifier la population allemande d'éléments perçus comme dégénératifs. Dans ce contexte idéologique, le bien-être du public allemand était considéré comme une question biologique nécessitant surveillance, contrôle et, le cas échéant, intervention extrême. Fortement influencé par ces concepts, Mengele devint rapidement un proche collaborateur et l'élève préféré de Verschuer. Sous sa direction, il obtint un second doctorat en 1938, cette fois en génétique humaine et eugénisme, portant sur les questions héréditaires liées aux caractéristiques physiques et pathologiques. Si ces études semblaient scientifiquement rigoureuses, leur véritable objectif était bien plus sinistre. Elles servaient à conforter, sous un vernis académique, l'idéologie raciale qui sous-tendait la politique du Troisième Reich. Au début de l'ascension du Parti national-socialiste, Mengele, peu enclin à l'engagement politique, s'immergea dans un milieu universitaire et scientifique imprégné d'idéologies racistes présentées comme des faits scientifiques. La fausse science de la biologie raciale imprégnait divers domaines, dont l'anthropologie et la médecine, fournissant une base empirique supposée à la discrimination, à l'exclusion et finalement à l'extermination de populations entières. Cette pseudo-science mêlait préjugés ancestraux et théories biologiques déformées, construisant une hiérarchie raciale où les peuples germaniques occupaient le sommet, tandis que les Juifs, les Slaves, les Roms et d'autres groupes étaient considérés comme biologiquement inférieurs, menaçant constamment la pureté et la vigueur du peuple allemand. Dans cet environnement intellectuellement toxique, Mengele trouva non seulement une justification à ses aspirations, mais aussi un cadre idéologique qui guiderait ses actions futures. Mengele s'est profondément imprégné de l'idéologie raciale qui dominait la pensée scientifique de son époque, jusqu'à en faire l'essence même de son identité professionnelle. Sa vie académique et ses convictions politiques se sont confondues, formant un seul et même projet visant à justifier scientifiquement les politiques les plus radicales du régime nazi. Cette prétendue science des races a conféré une apparence de crédibilité académique à des pratiques d'une cruauté insoutenable. Stérilisation forcée, ségrégation systématique, ostracisme social et, finalement, massacre industriel de millions de personnes ont trouvé dans cette idéologie un fondement prétendument logique. Les lois de Nuremberg, promulguées en 1935, interdisaient toute union matrimoniale ou relation sexuelle entre Allemands et Juifs. Les Roms, souvent désignés comme noirs, trouvaient dans les débats scientifiques d'institutions telles que l'Institut Kaiser Wilhelm une justification prétendument valable et indiscutable. En 1938, Mengele franchit une étape importante dans son engagement nazi. Il adhéra officiellement au Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP, et intégra la Schutzstaffel, plus connue sous le nom de SS. Ce groupe paramilitaire, dirigé par Heinrich Himmler, n'était pas seulement un instrument de répression. Il constituait le principal outil de surveillance, de planification et d'application de l'idéal racial du Troisième Reich. Son adhésion à la SS lui conféra un statut et une voie d'avancement rapide au sein de l'appareil gouvernemental, tout en le plaçant au carrefour de la recherche biologique et de la politique d'État. Après son affiliation, Mengele commença à assumer des fonctions qui allièrent sa formation universitaire à la mise en œuvre concrète de la doctrine raciste. Il procéda à des évaluations anthropologiques pour identifier les individus correspondant à la définition de race pure, selon les critères des lois de Nuremberg. Il approuva des rapports préconisant la stérilisation forcée des personnes considérées comme porteuses de VIH ou de défauts génétiques. Il rédigea des documents décourageant les mariages jugés nuisibles à la communauté nationale. Ces actions renforcèrent son influence au sein de la direction du SSS et consolidèrent son image de scientifique dévoué à l'initiative biopolitique nazie. En 1939, au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Mengele occupait déjà une position de premier plan. Ses connaissances en génétique, son allégeance idéologique et son ambition personnelle firent de lui un candidat idéal pour des rôles alliant recherche médicale et application de politiques raciales dans les territoires conquis. La guerre lui offrit une opportunité sans précédent. Les territoires conquis offraient une source quasi inépuisable de sujets sans défense, jugés aptes à l'étude et à l'expérimentation. En 1943, au sommet d'une carrière marquée par la collaboration de la science avec le fanatisme, Mengele reçut sa dernière affectation, le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Là, son nom serait à jamais associé aux expériences les plus brutales et au mépris le plus extrême de la vie humaine. À Auschwitz, Mengele trouva le terrain idéal pour fusionner ses aspirations scientifiques avec l'autorité sans borne que lui conférait son grade SS. Ce centre d'extermination, conçu pour l'anéantissement systématique de communautés entières, fut transformé sous sa direction en un immense laboratoire où la souffrance humaine devint une variable d'expérimentation. Pendant près de 2 ans,
Mengele exerça un contrôle absolu sur la vie et la mort de dizaines de milliers de prisonniers. Chaque jour, des décisions étaient prises sur la rampe, d'un simple geste indiquant qui vivrait encore quelques semaines et qui serait immédiatement conduit aux chambres à gaz. Des évaluations approfondies étaient menées sur les adultes et les enfants afin de les catégoriser selon leur valeur scientifique, masquant ainsi la réalité de ces procédures sous un vernis de rigueur académique, alors qu'il s'agissait en fait d'actes de torture. Ces recherches portaient sur des jumeaux monozygotes dans le but de prouver ses convictions concernant les lois héréditaires garantissant la pureté raciale. Pour ce faire, il prélevait des échantillons de sang excessifs, pratiquait des amputations injustifiées et soumettait des enfants à d'horribles interventions chirurgicales dont beaucoup étaient mortelles. Parmi les horreurs commises figuraient des injections létales, des opérations pratiquées sur des prisonniers encore vivants, le prélèvement d'organes et d'yeux humains, le tout sous-tendu par la conviction que ces victimes étaient dépourvues de dignité. Pour Mengele, le camp tout entier fonctionnait comme un laboratoire d'expérimentation sans limite, où toute contrainte éthique avait disparu. En janvier 1945, l'armée rouge pénétra en Pologne et encercla Auschwitz. Face à l'avancée rapide des troupes soviétiques, Mengele et d'autres membres de la SS s'enfuirent précipitamment, abandonnant le camp. Le 27 janvier, en franchissant les clôtures électrifiées, les soldats soviétiques découvrirent un spectacle inimaginable. Au milieu d'amas de cadavres et de baraquements en ruine, ils trouvèrent plus de 7000 survivants, des êtres humains réduits à l'état de fantômes par la faim, la maladie et les mauvais traitements. Nombre d'entre eux avaient à peine la force de se relever. Dans les archives détaillées, les instruments chirurgicaux et les substances conservées dans des bocaux de laboratoire, les libérateurs mirent au jour des preuves irréfutables des expériences menées sous la direction de Mengele. Les témoignages des survivants furent bouleversants. Les expériences atroces de Joseph Mengele sur des enfants cousus ensemble, des femmes enceintes utilisées comme cobayes et le meurtre de jumeaux après des examens approfondis ont révélé une violence systémique masquée par un discours scientifique corrompu. Ce discours a légitimé l'anéantissement de populations entières sous couvert d'une idéologie meurtrière, révélée par les atrocités commises par Mengele pendant l'Holocauste. Ce récit glaçant s'intitule « La véritable histoire de Joseph Mengele et de ses expériences inhumaines ». Rolf, le fils de Mengele, est né en 1944 alors que la Seconde Guerre mondiale atteignait son paroxysme de destruction. Auparavant, en 1939, Mengele avait épousé Irene Schönbein, une union scellée juste avant que le continent européen ne soit ravagé par le conflit le plus meurtrier de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale éclata le 1er septembre de cette année-là, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie marquant le début d'une ère de violence sans précédent. En juin 1940, Mengele fut enrôlé dans la Wehrmacht, les forces armées conventionnelles du Reich. Pourtant, sa carrière allait rapidement prendre une tournure plus sinistre. Moins d'un mois après son incorporation, il s'engagea volontairement dans le corps médical de la Waffen-SS, une branche militarisée liée à la tristement célèbre SS, où ses fonctions militaires coïncidaient avec l'application du dogme racial nazi. Initialement, Mengele fut affecté au bureau principal SS, chargé des questions raciales et de l'implantation actif en Pologne occupée par les Allemands. Son rôle consistait à examiner les procédures utilisées pour déterminer si les personnes terrain se déclarant d'origine bavaroise remplissaient les critères raciaux et physiques requis pour être reconnues comme allemandes à part entière. Ces évaluations, prétendument scientifiques, servirent de base à l'acceptation ou au rejet de familles entières au sein de la hiérarchie raciale du Troisième Reich. Le 22 juin 1941, l'Allemagne lança l'opération Barbarossa, une vaste offensive contre l'Union soviétique. Durant les 18 mois qui suivirent son entrée en fonction, Mengele participa au combat du front de l'Est, théâtre de certains des affrontements les plus intenses et les plus impitoyables de la guerre. La division à laquelle il appartenait fut impliquée dans des atrocités commises contre la population civile juive dans les territoires occupés. De nombreux hommes, femmes et enfants furent exécutés en masse durant les premières phases de la campagne. Outre ses fonctions médicales, Mengele fit preuve de bravoure au combat, notamment en sauvant 2 soldats allemands piégés dans un char en flammes, ce qui lui valut la reconnaissance de ses supérieurs. Cet acte lui valut la croix de fer de 2e classe, ultérieurement promu à la 1re classe, une distinction militaire très prestigieuse en Allemagne. Il fut également promu au grade de SS Hauptsturmführer, équivalent à celui de capitaine au sein de la SS. En 1943, Mengele retourna en Allemagne, où il se retrouva dans l'incertitude quant à son prochain rôle au sein de la Waffen-SS. Durant cette période, il reprit contact avec son ancien mentor, le docteur Ottmar von Verschuer, qui dirigeait alors l'Institut Kaiser Wilhelm
d'anthropologie, de génétique humaine et d'eugénisme à Berlin. Cet institut, véritable centre névralgique de la recherche eugénique du Reich, offrait un cadre idéal pour assouvir les ambitions scientifiques de Mengele. Le 30 mai 1943, un ordre lui parvint qui allait bouleverser son destin et ternir à jamais sa réputation. Il était affecté à Auschwitz. Au sein de ce complexe, il rejoignit le corps médical d'Auschwitz-Birkenau, un camp servant à la fois de centre de détention et de lieu d'extermination de masse. De nombreux éléments laissent penser que Mengele a recherché activement cette affectation, attiré par les possibilités illimitées qu'elle offrait pour ses expérimentations humaines. Auschwitz-Birkenau fut le principal théâtre du génocide nazi, accueillant chaque semaine des trains transportant des milliers de déportés juifs venus de toute l'Europe occupée. À leur descente, la plupart étaient tués sur le champ, tandis que d'autres étaient sélectionnés pour le travail forcé ou des expériences médicales. En tant que médecin du camp, Mengele supervisait des responsabilités qui dépassaient largement le cadre clinique. Il procédait aux sélections sur les quais d'arrivée, de déterminant d'un seul coup d'œil qui seraient envoyés aux chambres à gaz et qui seraient temporairement épargnés. De plus, il joua un rôle crucial dans la gestion du camp familial rom, un secteur de Birkenau destiné à l'internement des hommes, femmes et enfants roms. À partir de 1943, environ 21 000 Roms furent déportés à Auschwitz et détenus dans cette zone. Pendant plusieurs mois, Mengele scruta ce camp et ses détenus avec la même détermination implacable qu'il appliquait aux autres prisonniers. Le 2 août 1944, lorsque le haut commandement nazi ordonna la liquidation de ce secteur, Mengele participa directement à la sélection finale des prisonniers roms. Cette nuit-là, 293 hommes, femmes et enfants furent déportés vers les chambres à gaz de Birkenau. Le comportement de Mengele à Auschwitz incarnait une alliance perverse entre idéologie raciste, ambition scientifique et volonté de contrôler la vie et la mort. Ces actes firent de son nom un symbole de terreur mondialement reconnu, représentant les abysses de la cruauté humaine lorsqu'elle se voile l'autorité et se dissimule derrière la rhétorique scientifique. Dès son arrivée à Auschwitz, Joseph Mengele fut rapidement promu médecin-chef du camp d'Auschwitz-Birkenau. À la fin de l'année, il prit également ses fonctions à l'hôpital SS de Birkenau, où son pouvoir s'accrut considérablement. Parmi ses nombreuses tâches, les sélections devinrent l'une des routines les plus funestes et emblématiques du camp. Ces sélections visaient à identifier les prisonniers jugés trop faibles pour travailler par les médecins SS, les condamnant à mort car ils étaient considérés comme une source de gaspillage de ressources précieuses. À l'arrivée d'un convoi de juifs à Birkenau, le personnel médical, dont Mengele, examinait les nouveaux arrivants. Les adultes paraissant physiquement capables étaient sélectionnés pour le travail forcé, tandis que les autres, personnes âgées, enfants malades, femmes enceintes, étaient immédiatement conduits aux chambres à gaz sans exception. Le processus était impitoyable et ne laissait aucune possibilité d'appel. Le sort des mères avec leurs nourrissons ou jeunes enfants était particulièrement déchirant. Elles étaient immédiatement ciblées pour l'exécution dès leur descente des wagons, un sort que Mengele justifiait par une logique implacable. Selon lui, il était impossible de libérer un enfant juif, car il ne restait plus aucun endroit où il pouvait vivre librement. Les garder au sein du camp était également irréalisable, faute d'infrastructures adéquates pour leur développement. Il considérait l'envoi d'un enfant seul à la chambre à gaz comme un acte encore plus cruel et préférait donc que la mère et l'enfant périssent ensemble. Ainsi, affirmait-il, la mère pourrait réconforter l'enfant jusqu'à la mort. Outre ses obligations médicales, des rumeurs circulaient sur sa vie privée. Certains témoignages suggéraient une liaison amoureuse entre Mengele et Irma Grezzo, l'une des gardiennes les plus cruelles d'Auschwitz. Cependant, la rumeur prétendait qu'il avait mis fin à leur relation en apprenant que Gressé avait des relations sexuelles même avec des prisonniers juifs considérés comme des sous-hommes. On affirmait également que Mengele nourrissait une fascination morbide pour la brutalité sexuelle. Des témoignages indiquent qu'une nuit, il a observé et consigné les réactions de femmes juives victimes d'agressions sexuelles de la part du personnel du camp. Un comportement aujourd'hui reconnu comme une déviance criminelle, cet acte a renforcé son image d'homme dont la cruauté dépassait toute limite morale imaginable. La sélection ne se limitait pas à la zone d'arrivée. Sous sa supervision, le personnel médical effectuait régulièrement des inspections dans les baraquements et les infirmeries afin de repérer les prisonniers blessés, gravement malades ou affaiblis. Ces visites suscitaient une terreur inimaginable. Les victimes savaient qu'un regard pouvait décider de leur sort. Celles qui étaient choisies pouvaient recevoir des injections mortelles de phénol directement dans le cœur ou être envoyées dans des chambres à gaz. Mengele, surnommé l'ange de la mort, devait son surnom à son caractère arbitraire. Pour ceux qui étaient sous son emprise,
Il symbolisait la menace constante d'une mort instantanée et gratuite. Gisela Pearl, une gynécologue juive travaillant à l'infirmerie pour femmes de Birkenau, raconta plus tard que les inspections de Mengele inspiraient une terreur profonde. Son témoignage reflétait le désespoir qui régnait à cette époque. Nous redoutions ces visites plus que tout, car nous ne savions jamais si nous verrions le jour se lever. Il détenait un pouvoir absolu, celui de décider qui survivrait et qui serait exterminé. À l'été 1943, une épidémie de typhus ravagea les baraquements des femmes. Mengele ordonna l'évacuation immédiate d'un bloc entier abritant 600 femmes juives, les envoyant toutes directement aux chambres à gaz. Par la suite, il ordonna la désinfection des baraquements et les femmes d'un bloc voisin furent chargées de se laver et de revêtir des vêtements propres avant d'intégrer les quartiers rénovés. Ce processus était appliqué méticuleusement à chaque épidémie de typhus, de scarlatine ou d'autres maladies contagieuses. Ainsi, sous couvert de précautions sanitaires, Mengele mit en place un système mêlant extermination, discipline et études médicales factices. Son passage à Auschwitz est considéré comme l'un des épisodes les plus sombres de l'Holocauste. Chacune de ces actions, légitimée par une prétendue expertise médicale et un fanatisme racial exacerbé, entraîna la mort d'innombrables innocents. À Auschwitz-Birkenau, l'extermination de masse n'était pas seulement le fruit de la ferveur idéologique nazie, mais aussi une pratique systématiquement organisée. Lors d'épidémies de maladies comme le typhus ou la scarlatine dans les camps, des procédures strictes étaient rapidement mises en œuvre. Les prisonniers soupçonnés d'infection étaient isolés puis transférés sans délai dans les chambres à gaz, officiellement pour des raisons sanitaires, afin d'enrayer la propagation de la maladie. En réalité, cela masquait une politique d'élimination systématique. Ainsi, le massacre de masse était institutionnalisé sous couvert de santé publique, une stratégie aussi perverse qu'efficace. Cette logique mortelle s'intégra au fonctionnement quotidien du camp. La prétendue prévention des épidémies n'était qu'un euphémisme de plus pour dissimuler l'extermination sélective des faibles et des malades. Les baraquements étaient vidés, désinfectés et remplis de nouveaux prisonniers, une routine qui, sous son vernis de raisonnabilité, dissimulait un mépris absolu pour la vie humaine. Après la chute du Troisième Reich en 1945, Joseph Mengele devint l'un des symboles les plus atroces de la brutalité nazie. Contrairement aux autres membres du personnel médical de haut rang du camp, Mengele n'occupait ni le poste le plus élevé, ni celui de médecin-chef d'Auschwitz. Pourtant, son image s'est gravée à jamais dans la mémoire collective de l'Holocauste en raison de l'horreur de ses actes et de leur impact profond sur ses victimes. Ce sont les témoignages des survivants, notamment ceux qui ont subi ces expériences ou ont été contraints de l'assister, qui ont cimenté son infamie. Leur récit dresse le portrait d'un homme qui pratiquait une science dénuée d'éthique, animé par un extrémisme racial et un mépris total pour la souffrance humaine. Bien qu'il fût l'un des quelques 50 médecins présents à Auschwitz, la présence de Mengele y était particulièrement marquante. Présent régulièrement aux arrivées des trains où d'innombrables déportés débarquaient, épuisés par des jours passés enfermés dans des wagons à bestiaux, il supervisait d'une main de fer les sélections, vêtues de son uniforme SS impeccable. D'un simple geste de la main, à gauche ou à droite, il décidait de la vie ou de la mort. Même lorsqu'il n'était pas directement impliqué dans le processus, Mengele observait souvent, animé davantage par une curiosité scientifique que par le devoir. Il s'intéressait particulièrement à l'identification des jumeaux, des nains, des personnes présentant des anomalies ou des caractéristiques physiques spécifiques. À ses yeux, ces prisonniers représentaient de précieux sujets pour ses recherches perverses sur la génétique, la race et l'ascendance. Plus de 1300 000 personnes de nationalités et d'ethnies diverses, déportées sans relâche à Auschwitz, en firent le plus vaste site d'extermination du nazisme et un centre de recherche biomédicale sur l'être humain. Contrairement aux autres camps de concentration, Auschwitz offrait aux médecins nazis un accès quasi illimité aux sujets d'expérimentation, ce qui en fit un terrain d'expérimentation médicale sans précédent dans l'histoire contemporaine. Cet accès, sans bornes aux victimes humaines, transforma Auschwitz en un laboratoire de la mort. Pour les médecins SS qui adhéraient à l'idéologie raciste du régime, y travailler représentait une opportunité unique. Cela leur offrait non seulement une chance d'avancement professionnel, mais aussi un respect académique et institutionnel au sein du Troisième Reich. Joseph Mengele était l'un des 12 médecins au moins à mener des expériences sur des prisonniers dans ce camp. Pourtant, son zèle à exploiter cette opportunité et la brutalité avec laquelle il l'a fait ont eu un impact profond. Auschwitz n'était pas seulement un lieu de meurtre, sous le contrôle d'individus comme Mengele,
C'était aussi un terrain d'expérimentation grotesque où la science était pervertie au service d'une idéologie d'anéantissement. Les expériences menées à Auschwitz poursuivaient un éventail effroyable d'objectifs, allant des recherches génétiques sur les jumeaux et les nains aux tests sur l'impact des produits chimiques et des maladies sur le corps humain. Souvent, ces procédures entraînaient des défigurations permanentes, d'atroces souffrances et, fréquemment, la mort des sujets, des morts intentionnellement orchestrées et méticuleusement consignées par les médecins eux-mêmes. Il est crucial de noter que ces pratiques n'ont jamais sollicité le consentement des prisonniers. Ils n'étaient informés ni de la nature des traitements, ni de leurs risques, ni de leur sort imminent. Les principes fondamentaux de l'éthique médicale furent bafoués au profit de Mengele et de ses acolytes qui considéraient les détenus d'Auschwitz comme des cobayes déshumanisés, victimes de recherches scientifiques perverses menées sous couvert de l'idéologie nationale socialiste. Ainsi, tandis que des milliers de personnes périssaient chaque jour dans les chambres à gaz, bien d'autres subissaient des expériences atroces visant à satisfaire les aspirations scientifiques et les obsessions raciales de ceux qui s'appropriaient la médecine allemande. Les actes de brutalité perpétrés à Auschwitz, notamment une série d'expériences délibérées, marquèrent à jamais les survivants et constituent un témoignage poignant des atrocités de l'Holocauste, défiant toute notion d'humanité. Des expériences ont été menées pour évaluer l'efficacité des techniques de stérilisation de masse visant à priver des groupes entiers de leur capacité de reproduction. Des prisonniers ont été intentionnellement maltraités ou exposés à diverses maladies infectieuses afin d'étudier leur évolution et de tester des traitements. De plus, des prisonniers ont subi des interventions chirurgicales et des procédures médicales sans justification thérapeutique, leur infligeant d'immenses souffrances, le tout servant à la fois à la recherche et à la formation des médecins et du personnel médical SS. Par ailleurs, des détenus ont été tués uniquement pour la dissection de leur corps et la collecte de spécimens anatomiques destinés aux études anthropologiques et médicales du régime. On pense que le docteur Ottmar von Verschuer a joué un rôle déterminant dans l'affectation de Joseph Mengele à Auschwitz. Il est plausible que Verschuer ait considéré le camp d'extermination comme une source exceptionnelle de matériel biologique pour l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, de génétique humaine et d'eugénisme dont il était le directeur. À Auschwitz, Mengele envoya à ses collègues allemands un catalogue glaçant de restes humains, de sang, d'organes, de squelettes, de fœtus et d'autres parties de corps prélevées sur des détenus assassinés. Mengele ne se contenta pas de contribuer au projet de recherche de ses supérieurs. Il mena également ses propres expériences avec l'ambition d'obtenir des résultats qui consolideraient sa réputation académique et lui permettraient, à terme, d'obtenir un poste universitaire. Sous sa direction, un centre de recherche fut créé au sein du camp occupant plusieurs baraquements. Pour le gérer, il choisit avec soin des prisonniers ayant des connaissances médicales capables de l'assister dans les tâches les plus spécialisées. En tant que médecin SS, Joseph Mengele put se procurer des instruments chirurgicaux, des produits chimiques et du matériel de laboratoire moderne, qu'il installa dans une section dédiée de Birkenau. Il y créa un laboratoire d'anatomopathologie où il examinait des échantillons de tissus prélevés sur les victimes décédées. Les expériences scientifiques menées par Mengele à Auschwitz n'étaient pas uniquement le fruit de son initiative, mais répondait également aux intérêts de l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, de génétique humaine et d'eugénisme dirigé par son mentor, Ottmar von Verschuer. Dans ses recherches personnelles et ses projets menés en collaboration avec d'autres scientifiques du régime, Mengele s'intéressa principalement à l'étude de la corrélation entre l'hérédité génétique et l'expression des caractéristiques physiques, mentales et comportementales. Dans un contexte où la science respecte les normes éthiques, la génétique humaine constitue un domaine d'exploration crucial pour décrypter la transmission des maladies, les caractéristiques innées et l'évolution des espèces. Malheureusement, sous le régime idéologique du Troisième Reich, ce domaine a été instrumentalisé à des fins politiques, servant d'outil de propagande raciale. Des figures comme Mengele et ses pairs ne recherchaient pas la vérité scientifique, mais plutôt la validation d'une idéologie profondément raciste qui utilisait la biologie pour établir une hiérarchie raciale stricte. Leur vision déformée reposait sur l'idée que les races humaines étaient des entités biologiques distinctes, non seulement différentes, mais quantifiables en termes de valeur génétique. Selon ce système de croyance, les peuples germaniques étaient considérés comme le summum de l'évolution. Ils étaient supposément plus sains, plus forts et moralement supérieurs. À l'extrême droite de l'échelle sociale se trouvaient des groupes considérés comme biologiquement impurs, juifs, roms, slaves, que les nazis croyaient naturellement prédisposés aux maladies, aux déficiences mentales, à la criminalité, à la prostitution et aux comportements antisociaux.
Cette croyance a conduit à la mise en œuvre de politiques pseudo-scientifiques et inhumaines. Afin de préserver la pureté du patrimoine génétique allemand, il préconisait des mesures d'hygiène raciale allant de la stérilisation forcée à l'éradication systématique des personnes considérées comme un danger biologique. Le métissage entre différents groupes raciaux était perçu comme une pollution génétique. La volonté de maintenir cette prétendue pureté raciale est devenue un pilier idéologique du génocide nazi. Mengele, fermement convaincu de cette idée, s'est efforcé d'identifier des caractéristiques physiques ou des marqueurs biochimiques qui, selon lui, permettraient de déterminer l'origine raciale d'un individu. À Auschwitz, tristement célèbre centre d'extermination durant l'Holocauste, des chercheurs ont établi des corrélations entre des attributs physiques tels que la forme du crâne, la couleur des yeux, la taille et la symétrie du visage et l'origine ethnique des prisonniers. Ils pensaient que la biologie pouvait fournir des preuves objectives justifiant une classification raciale fondée sur une valeur perçue. Le centre fonctionnait donc comme un laboratoire clandestin où les dogmes raciaux nazis étaient attestés avec un fanatisme absolu. Des milliers de personnes, dont des enfants, des jumeaux, des nains et des personnes atteintes de difformités ou de maladies rares, ont été soumises à des expériences inhumaines sous couvert de progrès scientifiques. En réalité, ces expériences ne servaient qu'à masquer un agenda idéologique. La frontière entre science et brutalité s'est complètement estompée. Et Mengele est apparu comme l'un des plus grands artisans de cette fusion. Mengele, ainsi que d'autres médecins liés à la SS, étaient fermement convaincus que la préservation de la prétendue pureté génétique du peuple allemand exigeait l'identification de caractéristiques anatomiques, physiologiques ou biochimiques spécifiques afin de déterminer avec certitude l'appartenance raciale de chaque individu. Ces hommes, formés au langage de la science raciale et imprégnés d'un darwinisme social déformé, considéraient toute découverte confortant leur système hiérarchique comme justifiant l'utilisation d'êtres humains comme cobayes. À leurs yeux, les considérations éthiques telles que la douleur, l'humiliation ou la mort étaient insignifiantes. Ils voyaient l'utilité de ces sacrifices comme une évidence et une étape nécessaire vers un savoir qu'ils estimaient crucial pour l'avenir du Reich. Les victimes de ces projets provenaient presque toujours de deux communautés considérées comme des ennemis essentiels et perpétuels par le nazisme, les Juifs et les Roms. Selon l'idéologie nationale socialiste, Juifs et Roms étaient perçus comme des êtres biologiquement dégradés, vecteurs innés de déchéances physiques et morales, une menace intrinsèque qu'il fallait éradiquer. Cette croyance en une infériorité absolue sous-tendait une déshumanisation systématique. Les prisonniers perdaient en leur dignité, et n'étaient plus que des ressources jetables, valorisées uniquement pour la faible valeur que l'on pouvait tirer de leur souffrance. Auschwitz-Birkenau, avec son immensité et son administration méticuleusement structurée, offrait un cadre sans égal pour mettre ses théories en pratique. Mengele y disposait d'une source inépuisable de victimes correspondant à ses intérêts. Dans le camp, plus de 20 000 Roms furent détenus dans des conditions épouvantables, marquées par le surpeuplement et la malnutrition. Au même moment, des trains en provenance des territoires occupés amenaient des centaines de milliers de Juifs qui étaient soumis à une sélection dès leur arrivée. Aucun autre lieu au monde ne rassembla un si grand nombre d'individus vulnérables, piégés derrière des barbelés, entièrement à la merci de médecins qui s'arrogeaient le droit de décider de leur vie ou de leur mort. Au sein de ces clôtures électrifiées et de ces baraquements surpeuplés d'enfants épuisés, Mengele trouva un cadre idéal pour allier sa soif de prestige scientifique à son adhésion zélée à l'idéologie nazie. Ainsi, dans des salles d'autopsie improvisées, des laboratoires aménagés dans des baraquements et des blocs opératoires transformés en hangars, il perpétra une série d'atrocités. Dans sa pensée perverse, ces actes représentaient l'apogée du service rendu à la science allemande. Convaincu de la validité de ces actes, il confia à un collègue que, dans le contexte unique d'Auschwitz, renoncer à une telle occasion extraordinaire de mener des recherches sans entrave sur des êtres humains aurait été presque un péché. Son intérêt pour la population rome dépassait leur simple rôle de cobaye. Mengele entreprit également une vaste enquête anthropologique, cherchant à recenser minutieusement les caractéristiques physiques, les traditions et les prétendues particularités raciales de cette communauté. Dans le cadre de ce projet, une épidémie de Noma, une gangrène faciale grave liée à une malnutrition extrême, toucha des enfants roms. Mengele chargea plusieurs médecins emprisonnés de suivre l'évolution de la maladie. Bien que tout médecin impartial reconnaisse que le Noma résulte d'une malnutrition prolongée et d'une hygiène déplorable, Mengele, quant à lui, l'attribuait à l'infériorité intrinsèque de la race rome. Soucieux de fournir des données au centre de recherche, il assassina délibérément plusieurs enfants atteints de cette maladie.
Leurs têtes et leurs organes furent ensuite prélevés et expédiés à l'Académie médicale SS de Graz et à d'autres institutions du Reich à des fins d'études anatomiques. Malheureusement, même lorsque des médecins prisonniers découvrirent un traitement contre cette infection, auparavant presque toujours mortelle, tous les enfants guéris furent encore envoyés dans les chambres à gaz. Mengele s'intéressait également aux jumeaux monozygotes. Depuis les années 1930, les généticiens allemands, dont son mentor Verschuer, considéraient les jumeaux comme la clé de la compréhension de l'hérédité. Avant la guerre, les chercheurs devaient obtenir le consentement des parents ou des participants eux-mêmes pour mener des études, ce qui réduisait considérablement le nombre de cas disponibles. Cependant, Auschwitz abolit ces restrictions. Mengele eut accès à des centaines de paires de jumeaux provenant de convois de juifs déportés et de familles sur Roms internés dans le camp. Aucun chercheur allemand ou international n'avait jamais eu accès à une telle quantité de matériel humain. Les jumeaux sélectionnés étaient transférés au centre de recherche, où le personnel, sous les ordres de Mengele, effectuait des mesures corporelles exhaustives sur tous les aspects de leur corps. Des caractéristiques telles que la forme du crâne, la longueur des membres, la structure dentaire, la couleur de l'iris et bien d'autres étaient consignées. De plus, de grandes quantités d'échantillons biologiques, notamment de sang, étaient prélevés. Les performances de Josef Mengele à Auschwitz furent grandement saluées par ses supérieurs SS pour son dévouement et son efficacité sans faille, ce qui lui valut une liberté et un soutien total. Cette liberté lui permit d'élaborer un catalogue exhaustif d'expériences médicales grotesques, alimenté par sa foi fervente en la suprématie aryenne et son obsession pour la science raciale nazie. Plus tard surnommé l'ange de la mort, il perpétra ses actes atroces. Un événement particulièrement troublant survenu durant son séjour au camp de concentration fut l'incident où Mengele, sous le faux prétexte d'un examen scientifique, choisit 2 enfants jumeaux, Guido et Nina, âgés d'à peine 4 ans. Ils furent ensuite transportés au bloc opératoire, où il réalisa une intervention conformément à son plan, en les cousant ensemble dans le dos et en reliant leurs vaisseaux sanguins dans une tentative macabre de créer des jumeaux siamois artificiels. À sa sortie du bloc opératoire, le résultat révéla l'immense cruauté qui l'habitait. Après la guerre, Vera Alexander, une survivante, raconta leur calvaire. Les enfants étaient infectés, souffraient de saignements persistants et pleuraient sans cesse, jour et nuit. Leur mère, peut-être nommée Estella, se procurait de la morphine pour apaiser leurs souffrances. Dans un autre cas, un médecin juif incarcéré affirma que Mengele avait assassiné 14 paires de jumeaux en injectant du chloroforme dans le cœur de l'un des frères ou sœurs de chaque père. Il mettait ensuite fin à la vie du frère ou de la sœur survivant afin de disséquer et d'analyser leurs organes, cherchant des différences à des fins d'études. Les témoignages de ceux qui travaillaient à ses côtés décrivaient systématiquement sa personnalité complexe. Il se montrait parfois affable, attentionné, voire compatissant envers les personnes choisies comme sujet d'étude. Pourtant, ce vernis de bienveillance s'effritait instantanément. Avec indifférence, il ordonnait leur exécution comme s'il s'agissait d'un ordre banal. Aux plus jeunes, dans un geste pervers, il demandait à être appelé oncle Mengele afin de gagner leur confiance avant de les transformer en cobayes. Bien que son intérêt se portât principalement sur les jumeaux, les prisonniers d'Auschwitz n'échappaient pas à ces pratiques. Mengele nourrissait un intérêt particulier pour les individus présentant des anomalies physiques, des maladies chroniques ou des caractéristiques qu'il jugeait dignes d'étude. En 1943, le noma, une infection bactérienne virulente qui ravageait le visage et la bouche des prisonniers roms, se propagea parmi eux. Au lieu de se préoccuper de leur santé, Mengele perçut l'épidémie comme une occasion de mener une étude, prétendant qu'elle aboutirait à la mise au point d'un traitement préventif. Cependant, tout avantage potentiel était exclusivement destiné aux Allemands. Pour mener ses études, il a contraint le pédiatre juif Berthold Epstein, un détenu du camp, à collaborer. Les enfants atteints, qui n'ont pas été tués sur le champ, ont été regroupés dans un baraquement séparé. Nombre d'entre eux ont été intentionnellement assassinés afin que leurs têtes et leurs organes puissent être conservés dans des bocaux et envoyés à l'Académie médicale SS pour des analyses plus approfondies. L'une de ces tactiques les plus brutales consistait à tenter de modifier la couleur des yeux des prisonniers en leur injectant directement des colorants et des produits chimiques dans les yeux, ce qui leur causait des douleurs atroces et des dommages permanents. Mengele pratiquait également des amputations sans raison médicale valable, des transfusions sanguines expérimentales et de nombreuses interventions invasives dont le seul but était de satisfaire son faux intérêt scientifique. Durant tout son séjour à Auschwitz, Mengele a maintenu une correspondance constante avec son ancien mentor et protecteur, Ottmar von Verschuer. Il envoya des échantillons biologiques et des fragments de tissus de ses victimes à l'Institut Kaiser Wilhelm, dirigé par von Verschuer.
Certaines de ces expériences menées au sein du camp furent réalisées explicitement pour cet institut. Lors d'un incident particulièrement atroce, Mengele ordonna le meurtre de 8 membres d'une famille rom afin de prélever leurs globes oculaires et de les envoyer à des fins d'études comparatives. Pour son dévouement sans faille au progrès de la science allemande, il reçut des lettres de félicitations officielles. Malgré son poste de médecin-chef, les soins médicaux prodigués aux prisonniers sous sa responsabilité étaient quasi inexistants. Le personnel médical allemand se contentait principalement d'observer et de contrôler les médecins prisonniers juifs qui pouvaient à peine assurer des soins rudimentaires. Ceux qui nécessitaient des traitements plus poussés étaient jugés inutiles et immédiatement envoyés aux chambres à gaz. En substance, les actions de Joseph Mengele à Auschwitz furent marquées par un mépris total de la vie humaine et une application systématique de la médecine à des fins d'extermination. Son histoire est devenue un symbole glaçant de l'Holocauste, illustrant les atrocités qui peuvent survenir lorsque le zèle dogmatique et la science sont mis au service de la haine. Lorsqu'une épidémie de typhus frappa le quartier des femmes à Auschwitz, Mengele ordonna l'évacuation immédiate d'une baraque abritant 600 prisonnières juives. Elles furent conduites directement aux chambres à gaz et exécutées. Après le massacre, le bâtiment fut désinfecté et nettoyé en profondeur. Les femmes du bloc voisin reçurent des vêtements propres et furent transférées dans la baraque aseptisée. Cette action, jugée efficace et pragmatique par ses supérieurs, lui valut la croix du mérite de guerre. En 1944, Mengele accéda au poste de médecin-chef d'Auschwitz-Birkenau. Sur le plan privé, sa vie au camp était relativement confortable, contrastant fortement avec les conditions épouvantables auxquelles étaient confrontés les soldats allemands sur les fronts italiens, russes ou français après le débarquement de Normandie. Pour remonter le moral des officiers SS, des avantages tels que des rations alimentaires supplémentaires, des cigarettes et de la vodka étaient distribués après chaque massacre. Par souci de formalité administrative, ces exécutions par gaz étaient consignées dans les registres officiels comme des opérations spéciales. Parallèlement, des festins somptueux, dignes des plus grands restaurants berlinois, étaient organisés aux messes des officiers SS. C'est dans ce cadre fastueux que Mengele et sa femme Irène accueillirent leur fils Rolf le 11 mars 1944. À quelques kilomètres de là, des prisonniers survivaient péniblement avec une ration quotidienne dépassant rarement 700 calories. La plupart des prisonniers ignoraient comment prendrait fin leur calvaire, que ce soit par la maladie, la famine, la balle d'un garde abattu à la hâte ou la sélection pour d'horribles expériences. Auschwitz incarnait l'archétype du camp d'extermination où d'innombrables vies étaient fauchées chaque jour, souvent à cause des décisions de Mengele et de son prétendu personnel médical. Malgré leur confort, les officiers recevaient des nouvelles de plus en plus angoissantes. Les bombardements alliés ravageaient sans pitié les villes allemandes, tandis que les armées occidentales traversèrent la France en triomphe. Ce qui perturbait le plus les prisonniers restants à Auschwitz, c'était qu'en 1944, l'armée rouge soviétique franchissait l'ancienne frontière polonaise et s'approchait rapidement du camp. Au même moment, les divisions Waffen-SS, dont la division Viking, poursuivaient eux le combat, tandis que le moral et la structure de l'armée régulière s'effondraient après l'attentat manqué contre Hitler le 20 juillet. Une semaine plus tard, une insurrection éclata à Varsovie. Bien que réprimée avec une violence extrême, elle symbolisait l'effondrement de l'autorité allemande sur la Pologne. Dès lors, les atrocités commises à Auschwitz s'intensifièrent, Mengele poursuivant ses expériences. Le 13 septembre 1940, d'après le journal de sa femme, les alarmes aériennes retentirent pour la première fois au-dessus du camp. Un phénomène qui se répéta fréquemment durant les derniers mois de la guerre. Les procédures supervisées par Mengele à Auschwitz étaient marquées par une cruauté extrême et dénuée de toute justification médicale. Ces procédures impliquèrent des traitements invasifs et douloureux dont le but n'était ni le soulagement ni la guérison, mais plutôt de servir des objectifs expérimentaux ou de satisfaire une curiosité scientifique infondée. Le cas de Renate Gutmann illustre de façon frappante cette perversion de la médecine. Comme tant d'autres, elle fut réduite à un simple numéro dans la machine de mort. 70 1917 était son numéro de matricule dans les registres d'Auschwitz. À son arrivée au camp, elle fut brutalement séparée de sa mère et de son frère. Conduite dans un bâtiment servant d'hôpital, elle y voyait plutôt un laboratoire d'expérimentation cruelle. Un protocole macabre était instauré pour les jumeaux. Examen approfondi de leur anatomie, radiographie multiple et prélèvements sanguins importants au niveau de la veine jugulaire. Pour une enfant si jeune, ces procédures infligèrent un traumatisme physique et psychologique intense. Une fois, Renate fut attachée sur une table tandis qu'un membre de l'équipe médicale la tailladait au couteau sans explication ni réconfort. La souffrance et la peur étaient omniprésentes.
Leur but n'était pas seulement d'examiner physiquement les enfants, mais aussi de briser leur esprit. Le témoignage de Laurent Monache, une autre victime de ces expériences, est tout aussi glaçant. Avec le temps, elle raconta d'une voix tremblante comment les prisonniers étaient régulièrement soumis à des injections dans différentes parties du corps, sans jamais savoir de quelle substance il s'agissait. Après l'une de ces injections, sa sœur tomba gravement malade. Son cou enflait de façon alarmante, déformé par une infection foudroyante. Finalement, elle fut transportée au bloc opératoire, mais l'acte qui y fut pratiqué n'avait rien d'une intervention médicale digne de ce nom. L'opération fut réalisée sans anesthésie dans un lieu sordide, éclairé par des lampes de fortune, avec des instruments à peine désinfectés entre chaque intervention. Des années plus tard, Lorenz comparera cet endroit à une boucherie déguisée en salle d'opération, où la vie humaine était méprisée et la souffrance accueillie avec indifférence. La science, jadis le domaine de Joseph Mengele, s'est éloignée de toute morale et a été détournée pour devenir un instrument de dégradation, de torture et d'anéantissement, dissimulé sous le jargon de la recherche biomédicale mais dépourvu d'empathie. Parmi ses expériences les plus atroces, sur des jumeaux, figurent des amputations sans nécessité médicale, l'infection intentionnelle par le typhus ou des maladies similaires chez l'un des enfants et des transfusions sanguines entre jumeaux à des niveaux quasi mortels. Le récit de Vera Alexander relate l'un des incidents les plus éprouvants. Mengele cherchait à créer des jumeaux siamois en unissant chirurgicalement deux enfants roms par la colonne vertébrale. Le résultat, comme prévu, fut une souffrance inimaginable. Les deux enfants succombèrent à une gangrène après avoir enduré des jours de tourments. Les victimes de ces expériences ne représentent qu'une fraction du nombre total de morts. Les survivants souffrant de blessures permanentes étaient rapidement éliminés par Mengele lorsqu'ils étaient jugés inutiles. Leurs corps étaient ensuite disséqués à des fins de recherche, devenant ainsi des sujets d'étude. Miklos Nisli, un médecin juif contraint d'aider Mengele, a décrit comment, une nuit, l'officier SS a personnellement tué 14 paires de jumeaux en leur injectant du chloroforme directement dans le cœur. Si l'un des jumeaux succombait naguère à la maladie, l'autre était immédiatement sacrifié pour des autopsies comparatives. Une fois ces rapports établis, certains organes étaient emballés et envoyés à l'Institut Kaiser Wilhelm de Berlin. Lors des sélections sur la rampe d'Auschwitz-Birkenau, Mengele identifiait non seulement les jumeaux, mais examinait également les déportés présentant des anomalies physiques telles que le nanisme, le gigantisme des déformations osseuses ou le pied-botte, les séparant immédiatement des autres. Les recherches comprenaient des mesures corporelles exhaustives, des prélèvements sanguins répétés, des extractions dentaires inutiles, ainsi que des expositions à des radiations et à des médicaments visant à induire des altérations notables. À la fin de l'étude, les sujets étaient brutalement assassinés et leurs corps mutilés souvent envoyés en Allemagne pour d'autres recherches menées par des scientifiques du Reich. Plus tard, Elisabeth Ovitz, une survivante naine de ces sévices, a raconté d'une voix tremblante l'indescriptible agonie qu'ils nous ont infligée. Un tourment qui durait des jours, persistant même après la fin des expériences. L'obsession de Mengele s'étendait également aux prisonniers atteints d'hétérochromie, une anomalie génétique caractérisée par des yeux de couleurs différentes. Un collègue de l'Institut Kaiser Wilhelm partageait cette étrange fascination. Mengele ordonnait l'identification et la mise à mort des déportés afin de récupérer leurs globes oculaires, conservés dans des bocaux avant leur envoi à Berlin. Dans son laboratoire, il constitua l'un de ses assemblages les plus macabres, des centaines d'yeux humains méticuleusement percés et fixés sur des planches de bois. Ces restes, qu'il étudiait avec la même attention qu'un entomologiste disséquant des insectes, il les baptisa sinistrement « ma collection de papillons ». La plupart des victimes des expériences médicales de Joseph Mengele étaient des enfants. Ironie du sort, ce médecin, symbole de la brutalité nazie, semblait souvent attentif, voire amical, envers les petits qu'il choisissait comme cobayes. Ces mineurs vivaient dans des baraquements séparés des autres prisonniers où, comparés aux conditions des camps, ils bénéficiaient d'une alimentation légèrement plus nutritive et de traitements moins cruels. Des années plus tard, Moshe Rekal, un survivant, a décrit les agissements contradictoires de Mengele. Il a affirmé que Mengele se présentait comme une figure amicale, un peu comme un oncle bienveillant offrant des bonbons ou de petits cadeaux aux enfants avec un sourire apaisant. Cependant, après ces gestes amicaux, les enfants étaient soumis à des procédures douloureuses telles que des injections de substances non identifiées, des incisions chirurgicales et des prélèvements de fluides corporels ou de tissus. Mosher se souvenait précisément que son frère Tibi avait subi des opérations particulièrement brutales, au cours desquelles Mengele avait opéré sa moelle épinière sans anesthésie, puis lui avait inséré des broches dans la tête pour des raisons inconnues. Des décennies plus tard, Mosher portait encore les marques de ses piqûres. Le point culminant fut atteint le jour de l'arrestation de Tibi,
qui apparut quelques jours plus tard, le corps couvert de bandages. Il mourut peu après dans les bras de son frère. Mengele n'utilisait pas seulement des enfants pour ses recherches personnelles, il les mobilisait également pour des projets financés par l'Institut Kaiser Wilhelm. L'un de ses axes de recherche portait sur la modification de la couleur des yeux. Pour ce faire, des substances chimiques étaient administrées directement dans les yeux d'enfants et de nourrissons, provoquant des inflammations intenses, des brûlures, la cécité permanente et la mort. La gynécologue hongroise Gisela Perl, travailleuse forcée à l'hôpital du camp, témoigna de l'indifférence glaçante de Mengele face aux souffrances de ses victimes. Après l'un des nombreux meurtres, elle le vit sortir nonchalamment un savon parfumé de sa poche, siffler un air entraînant et se laver les mains d'un geste satisfait, comme s'il venait d'accomplir une tâche banale au lieu de commettre un meurtre. Un autre détenu, chargé de s'occuper des jumeaux juifs ayant servi de cobaye pour ses expériences, a raconté leurs réactions physiques et émotionnelles. Les prélèvements sanguins commençaient au bout de leurs doigts et se terminaient dans leurs artères, permettant de multiples prélèvements en une seule journée. La peur les submergeait, ils hurlaient, tentèrent de se protéger en se recroquevillant, mais étaient finalement maîtrisés de force par les SS. Dans d'autres cas, des produits chimiques étaient introduits dans leurs yeux. Certains recevaient la substance dans les deux yeux, d'autres dans un seul, afin d'observer les différences d'effets. Le résultat était une agonie atroce. Leurs paupières de Tchofia se distendaient de façon horrible et une sensation de brûlure intense les faisait pleurer pendant des heures. Alex Dekel, un autre survivant, a personnellement été témoin d'atrocités inimaginables. Il se souvenait avec dégoût comment Mengele pratiquait des opérations chirurgicales sans anesthésie, prélevant des cœurs et des estomacs sur des prisonniers vivants, tandis que d'autres captifs étaient contraints d'assister à ces scènes. En 2009, Yitzhak Ganon, un juif déporté à Auschwitz à l'âge de 20 ans, a témoigné que Joseph Mengele lui avait prélevé un rein sans anesthésie. Après l'opération, il fut contraint à un travail forcé exténuant, souffrant de douleurs si intenses qu'il peinait à se tenir debout. De tels actes inhumains n'étaient pas des cas isolés, mais s'inscrivaient dans un système qui cautionnait la cruauté sous couvert de recherche scientifique. Mengele et ses complices considérèrent les enfants juifs et roms comme des cobayes et non comme des êtres humains dignes de respect et de droit. Cette utilisation perverse de la médecine demeure l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la Shoah. Par ailleurs, Mengele ciblait des femmes enceintes pour ses expériences, les soumettant à des traitements brutaux avant de les envoyer souvent à une mort certaine. Ruth Elias, une juive tchèque enceinte, figurait parmi les victimes de ces pratiques à son arrivée à Auschwitz en provenance du ghetto de Theresienstadt. Des décennies plus tard, elle a raconté avec douleur son calvaire. À son arrivée, elle a donné naissance à une petite fille blonde en bonne santé qui a rapidement attiré l'attention de Mengele. Avec une curiosité glaçante, il a ordonné qu'on lui bande les seins, prétendant vouloir étudier combien de temps un nouveau-né pouvait survivre sans nourriture. Pendant plusieurs jours, Elias a assisté, impuissante, aux souffrances inimaginables de sa fille, jusqu'à ce qu'un autre prisonnier tchèque, également médecin, lui administre une dose mortelle de morphine pour soulager l'agonie du bébé. Une autre survivante, le docteur Olga Lengel, se souvient comment Mengele observait les accouchements des prisonnières avec une attention intense, scrutant chaque détail avec une froideur quasi clinique. Cependant, quel que soit le résultat, l'accouchement ne différait en rien de celui des autres prisonnières. Après avoir examiné le nouveau-né, Mengele ordonna le transfert immédiat de la mère et de l'enfant à la chambre à gaz. Dans certains cas, sa cruauté dépassait toutes les limites imaginables. Il est avéré qu'à une occasion, il arracha de force un bébé du ventre de sa mère. Découvrant qu'il ne s'agissait pas de jumeaux, comme il l'avait espéré, il jeta avec mépris le nouveau-né dans un fourneau ardent, frustré que la naissance ne corresponde pas à ses attentes. Les derniers jours et l'évasion de l'Ange de la Mort. En janvier 1945, alors que les troupes soviétiques y avançaient inexorablement à travers la Pologne, Mengele s'enfuit d'Auschwitz avec d'autres membres du personnel SS. Durant les derniers mois de la guerre, il fut stationné au camp de concentration de Gross-Rosen et dans ses annexes. Avec l'effondrement du Troisième Reich, il revêtit l'uniforme de la Wehrmacht et rejoignit une unité qui finit par se rendre aux forces d'occupation américaines à la fin du conflit. Sous une fausse identité, Mengele fut enregistré comme prisonnier de guerre. À ce moment-là, les autorités américaines n'avaient pas pleinement conscience de l'ampleur de ses crimes et son identité parmi les criminels les plus recherchés restait inconnue. Début août 1945, il fut libéré sans que l'on soupçonne que cet individu, responsable d'innombrables morts et d'expériences cruelles, fût celui-là même qui était recherché. Pendant les 4 années suivantes, Mengele mena une vie clandestine. Il vécut sous une fausse identité près de Rosenheim en Bavière, où il travaillait comme ouvrier agricole.
De là, il resta en contact avec sa famille, qui l'aida à survivre et à préparer son évasion. Lorsque les autorités alliées commencèrent à documenter méticuleusement les atrocités d'Auschwitz et découvrir l'implication de Mengele, elles lancèrent des recherches pour le retrouver. Cependant, en raison d'informations trompeuses fournies par ses proches, les enquêteurs furent amenés à croire qu'il avait péri. Les conclusions infructueuses des premières enquêtes menées en 1949 ont convaincu Mengele qu'il n'était plus sûr de rester en Allemagne. Grâce au soutien financier de sa famille fortunée, il s'est enfui en Amérique du Sud. En juillet de la même année, sous une fausse identité, il a rejoint l'Argentine. Il y a trouvé un climat accueillant pour de nombreux nazis qui y avaient déjà trouvé refuge. Dans les années 1950, se sentant suffisamment en sécurité, il a établi sa résidence légale. Il a obtenu la nationalité argentine sous le nom de José Mengele en 1956. Cependant, sa vie paisible a été bouleversée en 1959. À la fin des années 1950, les autorités judiciaires allemandes avaient rassemblé de nombreuses preuves détaillant les crimes de Joseph Mengele. Des mandats d'arrêt ont été émis à son encontre et il figurait parmi les criminels de guerre les plus recherchés d'Europe. Apprenant son arrestation imminente, il a décidé de s'évader à nouveau. À cette occasion, il prit le Paraguay pour cible, cherchant à obtenir la citoyenneté qui lui offrirait une plus grande mobilité et un nouvel obstacle juridique contre d'éventuelles extraditions. Cependant, sa sécurité illusoire fut de courte durée. En mai 1960, la communauté internationale fut stupéfaite lorsque les agents du Mossad, les services secrets israéliens, réussirent à localiser Adolf Eichmann, architecte de la solution finale, à Buenos Aires et à l'enlever pour le transférer à Jérusalem. Cette opération très médiatisée sema l'inquiétude au sein du réseau d'anciens nazis réfugiés en Amérique du Sud. Mengele, craignant d'être lui-même capturé, devint anxieux. Agissant impulsivement, il quitta précipitamment le Paraguay. Grâce au soutien financier constant de sa famille, qui ne faillit jamais à son engagement, il put s'établir au Brésil. Là, sous une fausse identité, il trouva refuge dans une zone rurale près de Sao Paulo. Pendant de nombreuses années, il mena une vie discrète, alternant périodes de clandestinité et séjours chez des proches et des associés. En 1977, son fils Rolf Mengele fit le voyage d'Allemagne au Brésil pour lui rendre visite. Leur rencontre fut révélatrice. Rolf découvrit un homme âgé, visiblement marqué par l'âge et la fatigue, mais fermement convaincu de son innocence. Selon les témoignages ultérieurs, il resta impassible face à ses crimes, affirmant avec calme n'avoir jamais intentionnellement fait de mal. À ses yeux, tout ce qu'il avait fait n'était qu'un accomplissement fidèle des devoirs liés à son grade SS. La vie de l'ange de la mort s'acheva le 7 février 1979. Ce jour-là, alors qu'il nageait au large de Bertioga, station balnéaire prisée près de São Paulo, il fut victime d'un AVC. Incapable de se maintenir à flot, il se noya avant que quiconque puisse le secourir. Sous le pseudonyme de Wolfgang Gerhardt, son corps fut inhumé dans un cimetière de la périphérie de São Paulo. Une tentative pour effacer sa présence et échapper à la justice qui le poursuivait sans relâche depuis plus de 30 ans. Sa vie s'acheva, laissant derrière elle un homme qui incarnait la perversion absolue de la science, la transformant en instrument d'anéantissement. Pendant 34 ans, il échappa au gouvernement, aux procureurs et à ceux qui réclamèrent des comptes. Personne ne déplora sa mort. Le nom de Joseph Mengele restera à jamais gravé dans l'histoire comme un symbole de l'horreur d'Auschwitz et de l'usage inconcevable de la médecine pour infliger des souffrances dépassant toute limite humaine imaginable.